France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre rendez-vous de fin d'après-midi. C'est votre LGF, le grand forum avec Nadir Kaya qui est avec nous. Salut Nadir. Salut, bonjour à tous. Comment ça va Nadir? Ça va, très bien. On est bien avec un bon petit verre de thé là. Ouais, ça fait du bien. Avec en plus c'est pile l'heure là, franchement c'est nickel. Il fait froid, c'est la bonne époque pour boire le thé à la menthe, pour vous accompagner et refaire un petit peu l'actu. Et alors là, Dieu sait qu'elle est évidemment très chargée en ce mercredi après-midi. On va essayer de passer tout cela en revue avec vous en direct sur France Maghreb 2. Et elle va nous rejoindre dans quelques instants la Miss Nadia Lazouni qui sera avec nous aussi dans quelques minutes. Alors mon cher Nadir, tu vas nous parler dans ton avis tranché d'un sujet pas franchement d'actualité, mais un sujet qui te tient à cœur. Ouais, tout à fait, sur l'importance des repas de famille. Ouais. Parce que je pense que c'est le lieu et le moment où les familles se consolident, les familles échangent. Et les familles se disputent aussi, mais surtout au niveau de la hiérarchie, du papa, de la maman et des enfants. Donc c'est important, surtout quand on voit qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ne mangent plus en famille ou mangent dehors, mangent des grecs, mangent à toutes les sauces. Ouais. Mais très peu à la maison. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui. Et pourtant c'est meilleur à la maison quand même. Ouais, surtout. Mais au-delà des repas, c'est surtout le lien familial qui est primordial pour les uns et pour les autres. Alors il y a une époque évidemment qui eh bien réunit tout le monde autour d'une table, c'est le Ramadan. Ouais, mais ça se perd aussi, hein. Ah c'est ouais. comme tout, la société aujourd'hui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Mais c'est vrai que le Ramadan, on a cette image de l'enfance avec la sharba ou la harira où toute la famille s'installait, avait le temps de discuter, faire un point sur la journée, sur le Ramadan. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se perd un petit peu quand même. Bon, on va tâcher d'y remédier. Donc tout à l'heure, en tout cas dans ton avis tranché, le coup de cœur, on va parler de quoi? Alors le coup de cœur, évidemment, je vais rebondir un petit peu sur l'actu, notamment sur le décès de Jean-Philippe Smet. Alias Johnny Hallyday. Bon, j'étais pas fan, mais bon, c'est toujours touchant de voir quelqu'un qui a partagé un peu notre vie à travers ses chansons. Avec cette phrase pour lui rendre hommage de Emmanuel Macron, le président français, avant de partir à Alger, on a tous quelque chose en nous de Johnny. Ouais, c'était pas mal trouvé celle-là, j'ai c'est trouvé. C'est pas mal, ouais, son staff est bon. Ouais, et ils sont bons les communicants. Hein. Ouais. Nadia Lazouni justement dans son avis tranché, et c'est rare parce qu'elle ne réagit pratiquement jamais à l'actualité, et là elle a choisi d'en parler justement de Johnny Hallyday. Alors sous quel angle? Eh bien on verra cela tout à l'heure. Et puis son coup de cœur, ce sera l'association Paytuna qui a priori peine à récolter de l'argent pour eh bien héberger les sans-abri. On en reparlera avec elle de tout cela. Voici le sommaire de cette émission de ce mercredi 6 décembre. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour le chef des jeunes avec Vauquier, la première génération de musulmans bossaient, leurs enfants brûlent des voitures. Algérie, avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron à Alger pour une visite de travail d'amitié, le ministre algérien des Moudjahidines, Tayeb Zetouni, s'est pressé de mettre en avant le dossier de la mémoire pour rappeler au président français ses déclarations lors de la campagne pour la présidentielle française sur les méfaits de la colonisation qu'il a eu à qualifier de crime contre l'humanité. France, cela fait maintenant 2 ans et certains sinistrés de l'assaut de Saint-Denis attendent toujours du concret, alors les associations ne baissent pas la garde et continuent de se mobiliser pour que ces personnes soient relogées. 2 ans après l'assaut, les oubliés de Saint-Denis. La question du grand forum pour le Hamas avec la reconnaissance par l'administration américaine de Jérusalem occupée comme capitale de l'occupant et avec le déménagement de son ambassade, toutes les lignes rouges sont franchies. Faut-il craindre une 3e intifada? C'est la question que l'on vous pose sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin, et pour terminer tout à l'heure, Libertad, vous pourrez nous appeler et en toute liberté au 01 40 33 9000. Tennessee, quelque chose en nous de Tennessee, Johnny Hallyday, l'un de ses grands titres, et il y en a évidemment parmi les milliers qu'il a interprétés, des nombreuses chansons que tout le monde connaît, et j'avoue quand même que Emmanuel Macron a eu cette petite phrase qui résonne encore aujourd'hui. On a tous quelque chose en nous de Johnny. Aujourd'hui avec ce départ, cette disparition de Johnny Hallyday, cette idole qui pour le coup restera certainement la grande star de la France en matière de musique. Bonjour Nadia qui commence déjà. Hein. Bonjour Christophe, bonjour Nadir, bonjour les auditrices et auditeurs. Oui, alors bien justement, Johnny Hallyday, tu nous en reparleras tout à l'heure dans ton avis tranché, ce qui est un peu particulier parce que d'habitude tu ne réagis jamais à l'actualité. Exactement, ouais. Bah, tu vois, j'ai été sensible, tu vois, je sais même plus parler, j'en perds mes mots, j'en perds mon français. Oui, j'ai été sensible à la mort de Johnny, puis c'est surtout que la mort de Johnny nous rappelle la mort en général. Donc, ouais, avec une grande personnalité également qui nous a quitté hier, hein, Jean d'Ormesson. D'ailleurs, dont les funérailles nationales auront lieu vendredi matin aux Invalides, avec la présence du président de la République. Sans nul doute que pour Johnny, il en sera la même également pour des funérailles nationales. D'ailleurs, à en croire et en voir tout ce qui se passe à la télé depuis ce matin. Regardez, ce soir, TF1 documentaire 21h, Johnny Hallyday.
Michel Drucker en direct ce soir. M6, concert de Johnny Hallyday. 3 chaînes déjà qui consacrent. Ce soir, annulation de l'émission Touche pas à mon poste pour un spécial Johnny Hallyday. Bref, on va en avaler du Johnny Hallyday pendant des jours et des jours à suivre. Et on n'oublie pas Malek Ossekin, évidemment, en pleine répression en 86. Ouais. Nadia. 6 décembre 86. Le 6 décembre 86, effectivement. Donc Malek Ossekin qui s'est réfugié donc dans un hall d'immeuble et qui s'est fait massacrer par la police. Hein. Les policiers volants, ouais, c'était des motards volants, ouais. Ils chassaient les. C'était sous les ordres de Pasqua. Ouais, bien sûr. Il s'est fait tuer dans un hall d'immeuble. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, alors qu'il était parti se réfugier, donc. Mais je sais pas s'il y a eu des suites avec Pasqua, parce que bon, c'est quand même lui le donneur d'ordre. Oui, il a pas mal de. C'est une question rhétorique. Tu sais très bien que la police n'est jamais incriminée dans des cas de violence qui donne jusqu'à donner la mort. Donc. On le voit en banlieue dans les quartiers depuis des années. Ouais. La bombe Trump, messieurs dames. Ouais. Le Proche-Orient est-il au bord de l'explosion? Quelques heures avant le discours donc du président des États-Unis sur Jérusalem, sur le déménagement de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, capitale éternelle et indivisible de l'État israélien, selon eux. Jérusalem, capitale partagée ou revendiquée par les Palestiniens pour leur futur État. Le discours de Donald Trump, c'est à 20h tout à l'heure, à la Maison Blanche. Le discours pour rompre le statu quo respecté jusqu'ici par l'ensemble de la communauté internationale. Jordaniens et Palestiniens réclament une réunion d'urgence de la Ligue arabe. Le président turc en pointe sur cette question, propose lui la tenue d'un sommet des dirigeants principaux pays musulmans réunis au sein de l'OCI. Ce serait le 13 décembre prochain à Istanbul. La Turquie met en garde contre un risque d'incendie. La pression monte et la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre une troisième intifada? C'est à la question à laquelle vous répondez aujourd'hui sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Nadir, est-ce qu'on peut avoir un petit peu en premier lieu une tendance qui se dégage? J'ai l'impression que la crainte est quand même largement et en majorité partagée. Ouais, tout à fait. Sur Twitter, on est à 93% de oui et 7% de non. Et sur Facebook, c'est 88% et 12% de non. Donc globalement, les gens sont très inquiets par rapport à ça. Vous continuez évidemment de voter, que ce soit sur Facebook, la page France Maghreb 2 ou sur Twitter, LGF officiel. Nadia, est-ce qu'il faut craindre la troisième intifada? Tu sais à quoi je pense, moi, là? Je repense à, tu te souviens, le temps des élections aux États-Unis, quand Hillary, Trump s'opposaient, et on avait les retours de la communauté maghrébine, musulmane, française, qui soutenait Trump. Je sais pas si tu te souviens, oui, effectivement, il y en avait quelques-uns. Alors c'était quoi l'argument? Surtout pas voter pour Hillary parce que c'est une sioniste. C'est une va en guerre, comme Trump, et elle servira toujours les intérêts d'Israël. Donc voilà, je trouve qu'une fois de plus, on a pas sûr qu'elle aurait fait ça. Pas sûr. Ouais, en tout cas, pas ce genre de déclaration comme ça qui. Moi, je pense qu'elle l'aurait fait. Faut pas oublier qu'Obama l'a fait. Ça a été le plus généreux des donateurs de tous les temps des présidents américains via Israël. Donc, je pense qu'elle aurait fait comme tout le monde par rapport à ça, parce que. Oui, mais est-ce qu'elle aurait été avoir ce type de déclaration, oui, voilà, c'est jusqu'à faire, c'est-à-dire ce que n'a jamais fait jusqu'alors un président états-unien, c'est-à-dire déménager l'ambassade, ainsi reconnaître la capitale indivisible, Jérusalem. Voilà, il y a que Trump qui était capable de faire ça. Et je peux vous dire que visiblement, d'après, en lisant les médias israéliens, ils sont bien embarrassés parce que ils disent ils ne rendent pas service du tout, parce que ça risque de mettre la région à feu et à sang. Nadir, est-ce que tu partages les inquiétudes des auditeurs? Je les partage, mais bon, c'est un peu compliqué parce que ça fait tellement d'années. Moi, je suis pas pro-palestinien. Moi, je suis pro-justice. Ouais, c'est ce que je dis aussi. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est que, bon, je réponds pas tout à fait à ta question, c'est que bizarrement, il faudrait que ce soit que les musulmans qui soient inquiets de cette situation. Quand on voit un petit peu l'historique de cette situation. Moi, ce qui me chagrine là-dessus, c'est au niveau international, quoi. Le silence de beaucoup de pays qui se disent protecteurs des plus faibles, et quand on voit la situation, ça va qu'accélérer ce qui existe depuis longtemps. Je rappellerai qu'il y a eu pas mal de morts à Gaza, en Cisjordanie depuis des années. Il y a des hauts et des bas. Donc là, effectivement, ça risque d'être un haut.
et donc d'engendrer peut-être une certaine colère, mais ce serait que le résultat, le fruit d'années d'injustice sur ces territoires. Hein. Ouais. En tout cas, vous continuez de répondre à cette question, bien sûr, et ce soir devrait être annoncé officiellement, puisque Trump a téléphoné aux Palestiniens hier pour leur signifier sa décision. Erdogan est peut-être celui qui va peut-être sortir, avec cette crise en affichant son hostilité et peut-être en rompant les relations donc avec Israël, des relations d'ailleurs qu'il a remis il y a peu. Parce que vous vous souvenez qu'il y avait eu un problème entre la Turquie et Israël avec ce bateau de la flottille qui avait été et donc des Turcs avaient été tués à l'époque, vous vous en souvenez, dans les eaux internationales. Et donc aujourd'hui Erdogan peut-être en sortir, en étant le médiateur ou celui qui va justement réunir quelque part les différents pays musulmans. Est-ce que on peut essayer de voir quelque chose de positif dans tout ça? Est-ce que peut-être ça peut essayer d'unir les différents pays musulmans pour qu'ils parlent d'une seule voix? Est-ce que c'est possible, sachant que je vous donne quand même cette information, l'Arabie Saoudite et l'Égypte auraient donné leur aval, leur accord à Donald Trump pour qu'il puisse effectivement... Non, déjà c'est bien de rappeler que les peuples arabes ont toujours été du côté de la Palestine. Enfin, faut bien faire ce distinguo entre les gouverneurs et la population. On va parler par exemple des Égyptiens. Sisi est clairement sioniste. Aujourd'hui, le prince aussi affiche son amitié pour Israël, mais les habitants, les peuples, la population est clairement du côté du peuple opprimé palestinien. Donc, est-ce qu'on va avoir un hiver arabe après le printemps arabe? Bien sûr que ça... Jérusalem, enfin la Palestine, la question palestinienne, pourquoi elle est autant... elle mobilise autant d'émotions et c'est pas parce qu'en fait, déjà historiquement, effectivement, c'est une terre qui appartient à tous, je veux dire aux trois religions. Je perds mes mots, mais c'est aussi effectivement la plus grande injustice. C'est un territoire qui est occupé. C'est un peuple dont on prive, dont on prive de leur indépendance, de leur liberté. Et c'est surtout une injustice qui est appuyée et soutenue par les puissants. C'est pour ça qu'il y a autant de soutien, en tout cas, pour les Palestiniens de notre côté. Je dis ça parce qu'on nous dit souvent, on vous entend pas autant pour les Syriens. Donc je rappelle aussi les enjeux qu'il y a aussi autour de la Palestine. Effectivement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser quand même des questions. Ils ont été nombreux à manifester. Je sais pas d'ailleurs s'ils le seront tout autant samedi, puisque une organisation Cap Jippo Palestine notamment organise une manifestation pour la venue de Netanyahou à Paris, puisqu'il sera là dimanche. Et Cap Jippo Palestine, Héros Palestine, donc demande à tous ceux, d'ailleurs on vous a partagé le communiqué, l'appel sur la page Facebook France Maghreb 2, de venir place de la République à Paris pour dénoncer donc cette venue d'un criminel de guerre qu'est Netanyahou. Je sais pas, moi j'ai envie de dire à tous ces gens qui manifestent, c'est bien, mais est-ce que après avoir manifesté, après avoir gueulé, chose qui est beaucoup plus compliquée et qu'on a du mal à faire, c'est construire, réfléchir, se poser autour d'une table et essayer de réfléchir à des actions qui portent, des actions qui soient constructives et qui apportent quelque chose de concret aujourd'hui. Concrètement, on peut faire quoi? Voilà. Vraiment, moi, c'est vraiment une question que je pose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, déjà manifester. On nous a souvent dit à quoi ça sert. Déjà, à quoi ça sert, c'est d'apporter un soutien moral aux Palestiniens. Je veux dire, quand on est victime d'une injustice, déjà ce qui apaise en premier lieu la douleur, c'est savoir qu'on n'est pas seul dans cette injustice. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai toujours soutenu les marches et les manifestations pour les victimes. Après, quelle autre action concrète? Effectivement, peut-être saisir nos élus. Quoi d'autre? Soutenir PDS par exemple, qui fait un boulot incroyable, qui apparemment porte ses fruits parce que ça empoisonne la vie de quelques sociétés. C'est un vrai travail de terrain qui fait mal à l'occupant palestinien. Et tu sais, quand tu veux attaquer quelqu'un, tu l'attaques forcément par le porte-monnaie et là, on devient tout de suite plus docile derrière. Vos appels en tout cas pour répondre à cette question. Tiens, on va prendre Jamel. Bonsoir Jamel. Bonsoir à tous les auditeurs. Moi, je propose de demander à tous les musulmans, c'est pas quelque chose de compliqué à faire, si vraiment ils veulent un peu occuper les Américains, il suffit juste de partir en vacances à Pyongyang, c'est comme ça qu'on dit, en Corée du Nord, juste en vacances. Ça, c'est pas quand on est l'embargo. Vous partez en vacances, vous avez le droit. Partir en Corée du Nord, en sachant que l'autre, on saura très bien de ce qu'il fera de l'argent. Ça va un peu occuper les Américains, ça les fera réfléchir.
Bon, merci Jamel, pas sûr que t'obtiennes le visa, cela dit, parce que c'est vraiment très compliqué d'y rentrer en Corée du Nord. Bon, voilà, c'est une proposition. Non, il y a des comme touristes, c'est vrai que c'est très surveillé, c'est encadré, mais il y a des touristes. 01 40 33 9000, bien entendu, on en reparle. C'est la question du jour à laquelle évidemment vous répondez. Faut-il craindre une troisième intifada après l'annonce donc de Donald Trump, qui aura lieu ce soir? Et qui risque d'être bien occulté par les médias français qui sont évidemment occupés avec la mort de Johnny Hallyday qui est intervenu cette nuit. Je pense que cette nouvelle va passer à la trappe malheureusement parce qu'elle est quand même importante et lourde de conséquences. Comme premier sujet, je voulais vous parler de ce jeune, il est si jeune, oui, et déjà obsédé par l'islam. Bon, vous allez me dire, il y en a plein. Eh oui. Il s'appelle Oran Réalian. Le jeune loup dans l'ombre des Républicains semble franchir le même chemin que celui pour qui il roule l'aveuglement. Laurent Wauquiez se rêvant en président des jeunes Républicains en misant sur la future consécration de son champion de la droite du haut de ses 24 ans. L'assistant parlementaire de Isabelle Valentin, la députée LR des Hautes-Loire, se voit promis à un grand avenir, d'autant plus que si l'ambitieux Laurent Wauquiez a assouvi sa soif de pouvoir en n'hésitant pas à militer justement pour une droite dure, une victoire qui aura lieu et qui lui semble d'ores et déjà acquis en entendant le verdict des urnes, donc le 17 décembre prochain. Oran Réalian s'emploie à incarner la nouvelle génération des démagogues de bas étage, surfant allègrement sur les peurs et flattant les bas instincts de son jeune électorat. Il a très vite compris, en l'occurrence, qu'il avait tout à gagner en reprenant le flambeau de la stigmatisation des musulmans, notamment des plus jeunes d'entre eux. La première génération, a-t-il dit, j'ouvre les guillemets, la première génération des musulmans, ils ont bossé, ils ne volaient pas des voitures comme leurs enfants, a lâché récemment le visage du renouveau de la droite radicale, qui reprend donc sans état d'âme les vieilles recettes de la politique sarkozyste, si jeune et déjà si vieux. On peut compter sur ce fils d'immigrés arméniens au discours bien rodé, pour marteler que la jeunesse de droite est une génération qui veut qu'on défende les intérêts de la France, qui refuse les prières de rue, qui refuse la viande halal dans les écoles. Dans un mail adressé dans un Mediapart, il a effectué quelques rétropédalages. Je n'ai pas prononcé cette phrase de la sorte, a-t-il déclaré. L'idée était d'expliquer que les musulmans de la première génération avaient travaillé et s'étaient intégrés sans avoir de revendications communautaristes. Et sans sombrer dans la délinquance. Et à cette époque, on ne brûlait pas des voitures, a-t-il rappelé. Voilà, messieurs, dames, je vous ai planté le décor concernant ce jeune loup. 24 ans et déjà... Non mais les musulmans, mais ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, on essentialise. Alors avant, on parlait des Maghrébins, ensuite on a parlé des Arabes, et maintenant on parle des musulmans. C'est des propos qui justement, on devrait tous sortir à un moment donné dans la rue, tu vois, et protester contre cette stigmatisation. Ça devient vraiment pénible. Moi, quand j'ai lu cette info, t'es forcément saisi, tu vois, par la colère, par un sentiment d'injustice, et puis t'en as marre. T'es fatigué, là, je te parle vraiment avec une émotion. T'es juste fatigué de te faire insulter par un petit merdeux en plus de 24 ans. Et c'est pas un hasard si on expose un Arménien, il est d'origine arménienne. Pourquoi on expose un petit jeune d'origine arménienne qui est dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, ce sont les ennemis premiers des Turcs. Et qui sont les Turcs? Ce sont des musulmans. Tu vois, c'est pas anodin en fait tout ça, c'est des espèces de messages comme ça qu'on est en train de nous adresser, on est en train de monter, mais bien évidemment, on est en train de nous monter les uns contre les autres. Bon, alors Nadir, est-ce que l'ancienne génération bossait? Ça c'est clair et net. Pour le coup, il a pas inventé la lune. Elle n'avait pas de contestation communautaire, de revendication communautariste, comme il dit, cette ancienne génération. Et est-ce que cette nouvelle génération ne passe son temps qu'à brûler des voitures? Non, je sais qu'il y a des parents qui, à Peugeot, Renault, avaient des revendications qui étaient tout à fait louables et respectées par leurs responsables. Ouais. J'ai le souvenir de certains membres de ma famille qui pouvaient faire la demande d'obtenir une salle de prière. Ça se passait très bien parce qu'ils étaient organisés, ils étaient respectés par rapport à leur travail et donc automatiquement ça générait une bonne entente avec l'employeur ou leur responsable direct. Ouais. Donc le souci aujourd'hui, c'est qu'on a banalisé un peu tout ça. Bah, évidemment. Donc le vrai problème, c'est comment on peut y remédier.
il y a une solution qui est très simple, c'est la mobilisation des uns et des autres, une mobilisation intelligente. On peut aller devant les médias, protester contre le fait qu'on puisse aujourd'hui tenir des propos comme ça gratuitement. On peut aller devant l'Assemblée nationale, rappeler que on est des citoyens, qu'on a des droits et qu'on n'accepte pas ce genre de propos. On peut aller devant le CSA qui est censé réguler un petit peu tout ce qui se passe à la radio et dans les médias. Voilà, ça c'est des actions concrètes, mais bon, c'est vrai que c'est difficile à faire parce que les musulmans ou ceux qui sont concernés sont pas de façon générale des gens qui se mobilisent sur le terrain. Bah oui. Et puis on est souvent malheureusement dans l'émotion, donc on l'a vu depuis des années et une fois que ça passe, ça fait pchit et il y a plus rien. Bah, Bon, oui, en tout cas, il y a un bel avenir. Ouais, mais il y a quand même une émotion à un moment donné qui est aussi légitime. Enfin, je veux dire, évidemment. à un moment donné, quand tu te prends une claque, tu tends pas l'autre joue. Tu te mets nécessairement en colère et tu deviens irrité et tu deviens même parfois irritable. Moi, c'est pour ça que je suis sortie complètement du militantisme, parce que ça m'a tout simplement fatiguée. T'en as marre en fait de cette hostilité, de te battre juste pourquoi? Pour le respect de ta dignité. Oui, mais je pense. Ouais. En tout cas, il a un bel avenir visiblement, hein, parce que il a un discours bien rodé qui correspond bien donc à donc la droite dure qu'incarne Laurent Wauquiez, qui est sans nul doute donc le favori de cette élection. Tiens, pour revenir au sujet du Moyen-Orient, Fatima qui souhaitait nous donner son avis. Bonsoir Fatima au 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Et comme dit votre invité, à force de tendre l'autre joue, et bien maintenant on va carrément nous scalper. En ce qui concerne l'ambassade de Jérusalem à Jérusalem, il paraît que Trump, qui n'est pas un idiot, loin de là, comme il a des tas de problèmes dans son pays, donc pour cacher ça maintenant, il a sorti de sa besace cette histoire d'ambassade. Et donc il paraît qu'il a parlé à Mahmoud Abbas. Oui, je vous confirme. Donc, voilà. Vous, maintenant j'entends chez vous que l'Arabie Saoudite, que le monde musulman devrait boycotter. Les gens qui sont musulmans devraient boycotter cet endroit-là. C'est pas parce que le prophète il est là-bas qu'il faut maintenant. Alors Fatima, vous soulevez un problème qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises ici. Oui, il est difficile et je peux comprendre certaines personnes de leur demander de boycotter. Ouais. Quant à la réunion des pays arabes ou je sais pas quoi, moi je leur dis on tabou. Et maintenant, c'est pas chez vous, mais la prochaine fois, ça sera chez vous. Et donc, on tabou arabe, dirigeant arabe de je sais pas quoi, je veux pas être vulgaire. Je veux dire la même chose que ce qu'a dit votre invité. Merci voilà. Fatima. C'est vrai qu'elle soulève un problème. Est-ce qu'on peut avoir une conscience politique et la mêler à la conscience religieuse? Est-ce que aujourd'hui on peut demander à quelqu'un qui a 70 ans peut-être et qui n'a pas été faire son Hajj de lui dire écoute Hajj n'y va pas parce qu'il faut pas donner de l'argent à ce pays qui est l'Arabie Saoudite qui gère les lieux saints. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué parce que nous on essaie de dire que la question palestinienne d'abord c'est une question politique. Elle est absolument pas religieuse au fond. Absolument. Si on commence à dire on boycotte, on veut plus faire notre pèlerinage là-bas, c'est qu'on est en train de mêler les deux. Je pense qu'il faut distinguer, à mon humble avis, après il faudrait poser la question à un cheikh si c'est possible, de distinguer les obligations religieuses et obligations devoirs civils, je sais pas moi, civiques. Bon, allez, pub, dans un instant, on fera un petit tour par l'Assemblée nationale, comme tous les mercredis, avec notre infiltré au sein de ces locaux, Nizar X, qui va nous donner les toutes dernières nouvelles. Peut-être qu'on aura des nouvelles de Valls, pour qui ça chauffe, puisque Farida Amrani est passée en commission auprès du Conseil constitutionnel lundi dernier. On attend la réponse pour oui ou non l'invalidité donc de l'élection de Manuel Valls. Et puis on parlera aussi un peu de budget puisqu'on en parle beaucoup en ce moment à l'Assemblée nationale. On parlera de Johnny Hallyday avec Nadia Lazouni, du zapping, et on parlera du lien important au travers de la famille et des repas à partager ensemble avec Nadir Kaya. Restez avec nous, c'est le Grand Forum. Le LGF avec Nadia Lazouni, avec Nadir Kaya sur France Maghreb 2, oui, avec nous en direct bien sûr. Et nous accueillons tout de suite notre ami Nizar X pour les coulisses du pouvoir. Bonsoir Nizar. Bonsoir Christophe, bonsoir tes invités. Bonsoir mon cher Nizar. Alors quelques nouvelles de évidemment l'Assemblée nationale comme chaque mercredi. Alors mon cher Nizar, que se passe-t-il du côté de l'Assemblée nationale? On parle beaucoup du budget en ce moment, paraît-il. Oui, c'est classique. On est en période de budget de la sécurité sociale, budget de la nation notamment. Il faut que tout soit voté, validé par le Conseil d'État et le Conseil d'État avant le 1er janvier pour que les enveloppes budgétaires puissent être exploitées pour que les fonctionnaires puissent
Et voilà, je vous passe les détails. Donc voilà, on est en pleine procédure, des allers-retours avec le Sénat. Pas très sexy comme sujet, mais très technique. Donc il faut pas lâcher des députés qui sont fatigués, qui font des bêtises, qui vont chez Bourdin, qui connaissent pas la prime de Noël. Voilà, donc je vois de qui je parle. Donc voilà, vraiment c'est une période un peu très intense. Et à côté de ça, tu as des élections des Républicains, il y a la présidence des LR, pardon, du groupe politique les Républicains, qui s'intensifie, qui arrive même au sein de l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui commencent à dire qu'ils vont quitter officiellement le parti, l'ancien parti UMP qui est devenu républicain, pour rejoindre le nouveau parti qui a été créé, qui s'appelle Agir. C'est le centre droit, un peu avec l'UDI, tout ça. Donc voilà. Et ce qui est dit, il y a une rumeur qui tourne actuellement pour contrer le président Macron, pour contrer, on va dire, l'élection de M. Wauquiez annoncé, parce que c'est ça que toutes les rédactions parlent d'un seul candidat favori, qui est M. Wauquiez. M. Macron réfléchit à faire un discours sur la laïcité à sa façon, apparemment le jour de l'annonce, le jour de la présidence de Wauquiez. Donc on n'en sait rien pour l'instant. Très bien. Alors, pour ce qui est de cet après-midi, la séance de questions au gouvernement, il y a eu un hommage de rendu par les députés à Johnny Hallyday, donc dont on a appris la disparition cette nuit. Oui, alors il y a un hommage qui a été rendu, donc qui à mon sens, peut-être pas républicain. Johnny Hallyday, certes, un artiste français, au-delà de son talent musical, je ne pense pas qu'il mérite l'hommage qu'il a eu, en tout cas, à ce point-là. Ce qu'il voudrait dire, si lui il a eu un hommage, donc combien d'artistes, combien d'écrivains, combien de scientifiques qu'on en perd quasiment toutes les semaines, et je n'ai pas vu ce genre d'hommage. Oui, on aurait pu même rendre hommage aussi à Jean d'Ormesson qui est décédé hier aussi. Des députés lui ont rendu hommage dans leurs questions hier, notamment dans leurs questions hier. Donc, d'accord. Il y a eu des députés qui lui ont rendu hommage, on le cite même. Petite question, mon cher ami Karim, est-ce qu'il y a eu des questions de la part de députés concernant la situation chaotique et explosive au Moyen-Orient? Alors ça, c'est le cas de le dire. Pour dire explosif, la situation est explosive effectivement, donc non, c'est une question sensible. Personne n'a osé, en tout cas, tout le monde, parce qu'il n'y a pas de décision de Trump pour l'instant. Donc, oui. Voilà, donc on attend qu'il s'exprime, et probablement il va s'exprimer cette nuit. Donc voilà, donc pour l'instant, personne n'a abordé la question, parce qu'il n'y a pas la diplomatie n'a pas besoin, en fait, les messages que les diplomates français ont fait passer aux députés, c'est de pour l'instant ne pas s'en mêler pour qu'on puisse travailler nous. Voilà, les diplomates ont besoin d'un peu de sérénité pour travailler. Dernière petite question, Nizar, à propos de Manuel Valls, on a donc révélé lundi que Farida Amrani avait été entendue dans le cadre de son recours qu'elle a déposé concernant le résultat de l'élection législative du mois de juin dernier, où elle affrontait donc Manuel Valls, qui a gagné dans des circonstances un peu douteuses. En tout cas, c'est ce que reproche Farida Amrani. Elle a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Elle a été entendue lundi. Est-ce qu'on devrait connaître la réponse cette semaine, ou il va falloir encore patienter? Alors, juste pour préciser, l'audience, ce n'est pas que ça, Madame Amrani, c'est Madame Amrani et Monsieur Valls, pour information. Donc, il était au Conseil constitutionnel. Donc, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la haute juridiction qui arbitre quand il y a un recours dans une élection. Effectivement, il y a une audience lundi à 10h, à peu près, je crois, une heure ou une demi-heure, même pas, ça n'a même pas duré une heure, c'est même une demi-heure. Donc voilà, elle conteste l'élection gagnée par M. Valls avec 139 voix d'avance. Elle conteste des irrégularités au niveau de la différence de signatures, au niveau des signatures qui ont été mises au crayon, et puis juste les mêmes, ce qu'on appelle les signatures doubles, c'est-à-dire quelqu'un a re-signé avec l'encre sur une trentaine de signatures, et puis il y a eu quelques irrégularités, enfin je veux dire plusieurs même irrégularités, que le Conseil constitutionnel va trancher rapidement. Beaucoup de gens le demandent. Monsieur Valls, je ne sais pas si vous avez remarqué, il essaye de se rendre. Il est partout en ce moment. Du jeu. Il est partout. C'est une stratégie. Hein. Il anticipe la décision, on va dire, parce que personne n'est au courant de la décision. Mais il ne faut pas croire à la rumeur. Les conseillers d'État, les conseillers constitutionnels se
sont 10 personnes qui regardent les dossiers, et je peux vous dire, même les très proches du président public n'ont pas accès à des dossiers. Donc, pour vous dire la difficulté d'avoir l'information de leur délibération. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Valls anticipe le cas où il perdrait l'élection pour dire, voilà, moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit, monsieur laïcité, monsieur le vivre ensemble, monsieur défenseur de la... Même quand il a fait un hommage à Johnny Hallyday, il a réussi à dire Johnny Hallyday il est un des plus français. Tu vois ce que je veux dire, donc au niveau de l'identité qui est toujours présente dans ses propos. Alors qu'il était belge, mais bon. Donc, voilà, c'est comme si les autres personnes, les autres artistes qui sont décédés, qui sont encore vivants, sont moins français que Johnny Hallyday. Ça, c'est une parenthèse. Donc voilà, il essaie de se rendre incontournable du jeu médiatique et du paysage politique, parce qu'il a perdu tous les lundis matins le déjeuner qui prenait les gens, il n'existe plus, parce qu'il est plus Premier ministre. Et au sein de la République marche, il est minoré, c'est pas la tendance, c'est pas la ligne actuelle du groupe, parce que je peux te dire qu'il y a un groupe qui a été créé pour travailler sur des questions de plan d'intégration, d'identité et de la laïcité. Il n'en fait pas partie, parce que la majorité ne partage pas sa position. Donc voilà, il est minoré, il n'est pas calculé par beaucoup de députés. Donc du coup, il essaye de se rendre incontournable et de revenir sur un seul sujet qu'il maîtrise, qui s'appelle l'identité. Voilà. Merci beaucoup Nizar, en tout cas pour cette semaine. On ne manquera pas de se reparler. Je pense que ça va bouger d'ici la semaine prochaine avec évidemment l'actualité très brûlante au Moyen-Orient. Il y aura sans nul doute des questions donc de la part des députés que tu nous répéteras ici, dont tu nous feras l'écho la semaine prochaine. Merci beaucoup Nizar et bonne semaine. Merci à toi. Merci beaucoup. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2, puisque maintenant on va changer littéralement de sujet. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de cette émission qui s'appelle Le Grand Forum. Voici l'avis tranché signé Nadir Kaya sur France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et Nadir Kaya a envie de nous parler des liens qui pourraient se perdre en croire ces jeunes qui désertent un petit peu les repas familiaux. Et du coup, Nadir a eu cette envie de faire cet avis tranché aujourd'hui. Tout à fait, Christophe, c'est un avis tranché sur les repas de famille et leur importance au sein de la famille. C'est un constat que je fais depuis quelques années vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes qui mangent essentiellement dans les sandwicheries et qui s'alimentent de façon rapide et qui malheureusement démontre qu'aujourd'hui il y a des liens familiaux qui disparaissent ou qui sont tendus parce que ces jeunes se restaurent à l'extérieur. Pourquoi l'importance des repas de famille? Parce que c'est un instant de rencontre, d'échange, l'occasion de faire un point sur la journée, sur les problèmes, sur l'éducation, l'école, la famille, le travail. Donc aujourd'hui, ça reste un socle qui consolide les liens familiaux et notamment les rapports avec le père, la mère, les frères et les sœurs. Et quand on voit qu'aujourd'hui il y a parfois cette difficulté entre les jeunes et leurs parents, c'est en partie parce que ces personnes ne mangent plus ensemble. Le repas de famille, au-delà de l'aspect culinaire, c'est vraiment un moment où les uns et les autres se rencontrent. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler à tout le monde qu'il est nécessaire de continuer à vivre comme ça, parce que même si la société fait que tout va vite aujourd'hui, qu'on a peut-être plus le temps de manger avec sa famille, malheureusement ça contribue à ce déchirement qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants, et notamment les garçons, les ados. Donc je rappellerai que chaque parent est responsable de ses enfants et que ça passe aussi par les repas de famille. Il faut insister, rappeler que c'est parfois le seul moment où on se rencontre, parce que les ados après l'école, pour certains vont au sport ou sortent, et pour d'autres sortent très tard et oublient que les parents sont là, que la maman peut faire à manger, le père également, et qu'à travers ce moment de famille, on continue à discuter, à se rappeler des souvenirs, à parler de la vie, et donc partager les instants qui sont importants et qui nécessitent aux uns et aux autres de respecter un petit peu cette façon de voir les choses qui est la mienne. Et voilà, aujourd'hui, pourquoi je voulais la rappeler. Et donc pourquoi j'ai fait cet avis tranché sur le repas de famille qui est un moment important et qui consolide une famille.
Merci beaucoup Nadir. Tiens Nadia, ton avis là-dessus? Je partage complètement. C'est des moments qui sont sacrés, et puis c'est surtout que on n'est pas immortel, et ça serait bien trop tard de regretter ces précieux moments avec nos parents et les plus âgés. Ouais. Eh bien, vous pouvez donner votre avis, puisque cet avis tranché était aussi en direct sur le Facebook de France Maghreb 2. N'hésitez pas à le donner, évidemment. Et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Nadir Kaya, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup de pas d'accord, 01 40 33 9000 pour nous donner votre sentiment, votre avis, qui nous intéresse. Tiens, on va prendre un avis tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Abdel, Christophe à l'appareil. C'est Oui. pour la Palestine. Oui. Non, Abdel, c'est pas pour la Palestine maintenant. C'est d'accord ou pas d'accord avec Nadir Kaya sur le fait que effectivement il parle justement de ces jeunes qui désertent un petit peu ces repas familiaux. Abdel, est-ce que tu partages l'inquiétude de Nadir aussi à ce que tout ça se perd finalement? À l'époque, quand même, on avait ces moments précieux, particuliers, où on se réunissait autour de la table, on mangeait ensemble, on parlait, on échangeait, et ces moments disparaissent, Abdel. Oui, mais ça, c'est dans toutes les familles, toutes les religions, la situation actuelle dans le monde, et les sociétés changent, l'argent, on court après l'argent, on court après la sécurité de sa famille, c'est un effet, je dirais un effet boomerang partout, c'est inévitable. Bon. Et je peux pas dire un petit mot sur la Palestine? Alors, vas-y rapide, Abdel. Alors moi, ça me fait rire, Christophe, tu sais très bien que je t'ai déjà appelé, je suis très touché pour ce pays-là, je t'ai déjà appelé, vous parlez encore de ligne rouge, mais ça fait 60 ans que les lignes rouges ont été franchies. Leur leader qui a été tué sur un fauteuil roulant, soi-disant que Israël devait être en sang, les mosquées qui ont été envahies, soi-disant que Israël devait être en sang, les enfants tués sur une plage, soi-disant qu'Israël devait être en sang, rien du tout. On a en face des gens qui ont une feuille de route, des gens qui veulent négocier depuis 60 ans, on a des professionnels qui veulent prendre la Palestine entièrement. Je te l'avais déjà dit. J'ai dit, les Palestiniens ont 1 an pour acheter des Kalachnikov, pour prendre le peuple palestinien, au lieu d'acheter iPhone, des tris militaires, faire des tranchées et faire la misère à l'armée israélienne, pas aux civils. Une vraie guerre. Personne viendra les aider qu'eux-mêmes. Continuer à discuter, la Palestine n'existera plus, ils ont des professionnels en face d'eux qui veulent faire un grand Israël, ils n'ont pas encore compris. Les dirigeants arabes, comme je l'ai entendu, quelques Mercedes distribués, quelques dollars à ces traites de dirigeants arabes, et l'affaire va passer comme une lettre à la poste. Et tes chroniqueurs vont me dire encore, mais non, mais faut pas, il faut négocier, mais non, il faut traiter, il faut parler, comme on me l'a toujours dit sur ta radio. Je t'avais dit que je te rappellerais, tu te rappelles, je te l'ai toujours dit. Ouais. Regardons l'histoire. Quand les Russes sont rentrés en Allemagne, j'ai vu des enfants de 16 ans faire des tranchées avec des femmes allemandes. Ils se sont battus avec des pierres. Si les Palestiniens ne rentrent pas dans cette mentalité, la Palestine n'existera plus. Ils ont en face d'eux des professionnels qui sont morts de rire, qui se disent on rentre chez les gens, on leur demande de négocier, tu prends le frigidaire, moi je prends le canapé, eux ils négocient. Ils n'ont pas compris. Merci Abdel. Mais ouais, pas de problème quand tu veux mon cher Abdel, tu me rappelles évidemment. 01 40 33 9000. Vous pourrez évidemment nous en parler puisque c'est la question du jour. D'ailleurs, je vous la rappelle sur Facebook France Maghreb 2 ou sur le Twitter LGF officiel pour répondre à cette question. Est-ce qu'il faut craindre à l'annonce donc de Donald Trump ce soir qu'il devrait effectuer donc une 3e intifada? Vous répondez donc à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ou sur Twitter LGF officiel. Et on peut dire que tout à l'heure, d'après les derniers chiffres, la grande majorité des votants craignaient donc cette 3e intifada, ces jours de colère, cette mobilisation, c'est voilà autour de cette annonce de Donald Trump qui donc, je vous le rappelle, pour ceux qui la découvrent, envisage ou va annoncer ce soir qu'il va transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant ainsi la Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Voilà. Alors, est-ce que Nadia est prête ou pas encore? Moi oui, c'est ton téléphone. Ah bon, bah écoute, on va donc on va commencer le zapping alors. Non, c'est bon, vas-y. Ah bon, bah c'est bon. Alors on y va, c'est parti pour le deuxième avis tranché et on va parler d'un autre sujet. On va parler de celui qui nous a quitté cette nuit, Johnny Hallyday. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la
mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, j'avoue que ça m'intrigue, cette histoire de Nadia Lazouni qui nous parle de Johnny Hallyday qui réagit à l'actualité, Nadia. Il s'inquiète toujours de mes avis tranchés, Christophe. J'y vais? On y va, c'est parti. Jean-Philippe Léo Smet, dit Johnny Hallyday, dit le French Lewis, est mort. Son âme l'a quitté dans la nuit de mardi à mercredi, arraché par le cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est le nom scientifique et un peu plus laïque que nos sociétés donnent à l'ange de la mort qui guette chacun d'entre nous. Tout le monde connaît Johnny, mais combien connaissent Jean-Philippe? Tout le monde aime Johnny, mais combien détestent Jean-Philippe? Jean-Philippe, c'est celui qui vient nous dire que Johnny n'est qu'un être mortel dont le corps faiblira et finira poussière, terrassé par la maladie. Une légende est morte, certes, mais moi, c'est surtout Jean-Philippe que je regrette. Je l'avoue, je suis très touchée par sa disparition. Il n'a pas été facile d'écrire cette chronique sans résister à l'émoi dont je suis saisie quand un homme, une femme passe de la vie au trépas. Et comme à chaque faire-part d'un décès, un tas de questions surgissent. Le strass et les paillettes lui ont-ils laissé le temps de vivre pleinement sa vie d'homme aux besoins ordinaires? A-t-il eu le temps d'être le père et l'époux que ses proches attendaient? A-t-il eu le temps de fuir la lumière des projecteurs pour s'abandonner dans l'intimité de son être? A-t-il vraiment vécu sa vie ou bien subi le destin que lui ont dessiné la gloire et l'argent? A-t-il pu se préparer pour ce long voyage vers l'éternité? La mort de Johnny, c'est aussi celle de Malik Oussekine. Qui se souvient du 6 décembre 1986? Il y a 31 ans, en pleine manifestation du mouvement étudiant lycéen, Malik, 22 ans, a été matraqué à mort par la police dans le hall d'un immeuble parisien où il s'était réfugié. Et oui, Johnny s'est éteint. On se souvient des vivants, mais bien trop peu des morts, car la mort est un sujet tabou dans nos sociétés sécularisées. Elle effraie, nourrit les peurs, et par-dessus tout, nous pousse à questionner le sens de nos vies, le pourquoi de notre existence, et à devenir par là des êtres un peu plus spirituels. Or, la spiritualité se dilue difficilement dans une société consumériste et compromet la légende de l'élixir de jouvence qui est notre nouvelle boussole, pour pas dire notre nouvelle qibla. J'aimerais terminer cette chronique en lisant un petit rappel qui m'a énormément touchée. Combien de visages seront pleins de poussière lors du jour de la balance? Et combien seront heureux quand Dieu jugera ses créatures? Combien de rois seront enchaînés au fer quand Dieu répondra à l'appel des opprimés? Préparez-vous pour que Dieu vous fasse miséricorde, car un jour nous ferons tous ce voyage, et il est certain que nous passerons tous par là. Merci Nadia Lazouni, voilà pour cette chronique bien écrite, dont elle a le secret à chaque fois, que vous pouvez revoir aussi sur Facebook, donc France Maghreb 2, bien sûr, pour son avis tranché. Nadia, petite réaction peut-être? Non, bah c'est beau. Ouais. Ce que je te dise, on voit la pro, on voit que c'est bien écrit, l'inspiration est là, le fond est là, la forme est là. Voilà, je suis admiratif. Non, merci Nadia. Bon, c'est bien. Ne le dis pas trop vite parce qu'on va finir par le croire après. Ça sera la seule fois. Non, mais bon, à chaque fois, je bafouille un petit peu. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est peut-être pénible à l'écoute. Mais... Elle est, oui, absolument. Alors, on va passer maintenant au zapping, messieurs dames. Et nous en parlions hier, décidément, je fais que des conneries aujourd'hui. Nous en parlions hier, donc, de Colombes. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Colombes avec cette épicerie halal? Ah là là. Ah, oui. Moi je veux bien rebondir là-dessus parce que j'ai un cas similaire attends. quelques années là-dessus. Oui, mais justement, on va en reparler parce que nous en parlions effectivement hier dans cette émission. Et je vous propose d'écouter donc le patron de la supérette à Colombes, donc qui a été expulsé parce qu'elle refuse de vendre de l'alcool et du porc. Explication de son patron, écoutez. Le fait qu'il n'y ait pas d'alcool laisse à penser le bailleur que c'est un magasin communautariste, alors que c'est un magasin d'alimentation générale. D'ailleurs, j'ai fourni la liste de tous les produits que nous avons. C'est des produits achetés en France par des fournisseurs français. Et voilà la liste, à peu près 2000 ou 3000 références. Donc il n'y a plus rien à cacher. Colombes Habitat Public aimerait que j'ajoute un rayon alcool, mais commercialement c'est pas rentable pour moi, donc je vois pas mon intérêt commercial de vendre un produit qui ne me rapporte pas et peut aussi m'attirer des problèmes de sécurité, de vol, de vandalisme, etc. Alors, qui veut réagir là-dessus, évidemment, Nadia, sur cette supérette donc menacée d'expulsion, enfin expulsée pour ne pas vouloir vendre du porc et de l'alcool, voilà.
Non, mais moi ça m'étonne pas parce que on a eu un cas similaire à Gennevilliers il y a quelques années où une amie à moi avait investi une somme importante avec son frère, avait ouvert un super resto qui était assez tendance à l'époque et qui avait signé un bail effectivement avec la mairie de l'office HLM de Gennevilliers. Et sa clientèle était à 99% des personnes qui mangeaient halal. Donc, mais sur le contrat, il était indiqué qu'il fallait absolument vendre de l'alcool. Donc c'est ça qui a posé problème et ils ont été sans pitié, ils lui ont mis cet argument sous la face et ils l'ont préempté. Et donc à Colombes c'est exactement la même chose. Je pense que le propriétaire a signé un bail où il était indiqué qu'il devait peut-être vendre certains produits, peut-être pas d'autres, mais certains produits. Et du fait que c'était pas le cas, même s'il avait une clientèle qui était principalement musulmane et qui était consommatrice des différents produits qu'il pouvaient proposer, je pense que c'est là-dessus qu'ils ont légiféré. Mais aujourd'hui c'est scandaleux parce qu'on ne met pas en avant le fait que c'est un commerce qui marche très bien, qui a sa clientèle et que il faudrait éventuellement trouver un accord. Non, là tout de suite on a pris une décision radicale parce qu'aujourd'hui c'est une supérette qui vend principalement du halal et qui touche la communauté musulmane. Donc je pense que ça va dans le climat aujourd'hui qui consiste à faire la chasse aux musulmans, quel que soit le prétexte. Aujourd'hui le prétexte est bon. En plus la maire de Colombes c'est super, je crois qu'elle est présidente de l'office HLM, donc c'est une pierre deux coups. Donc je pense qu'elle en a profité pour régler ses comptes. Mais voilà quoi, il y a des gens qui ont un fonds de commerce, une activité qui fonctionne, des employés et puis sous le prétexte que cette personne ne vendrait pas de l'alcool et du cochon, donc il faudrait la sanctionner par rapport à ça. C'est Nadia, ton avis? Moi je suis tentée, je partage l'avis d'Yasser Louati, c'est celui que vous avez partagé en plus sur la page de France Maghreb 2. Le capitalisme le plus stupide du monde est bien le capitalisme français. On ferme des commerces pour des raisons idéologiques et on légalise les discriminations dans les tribunaux. Voilà, vous pouvez partager évidemment sur vos Facebook, on l'a mis sur le Facebook de la radio. France Maghreb 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité aussi dans le zapping? Remise, tiens, on va faire un peu d'histoire. Remise par Jacques Chirac à Johnny Hallyday. C'était à la mairie de Paris, une décoration. Écoutez le discours de Jacques Chirac parlant de Johnny Hallyday. Mon cher Johnny, pour moi un grand privilège de te voir avec une cravate. Et je dois dire que ce sera pour moi un souvenir, et je dirais un souvenir chaleureux. Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday. Du génie, chacun le sait, mais aussi de la sensibilité, de l'émotion, un cœur gros comme une maison, quelqu'un qui aime la vie, la France, le monde, les jeunes, les moins jeunes. Jacques Chirac, pour faire un peu d'histoire, qui avec Johnny Hallyday, en quelque sorte deux rockstars dans la même pièce, ça fait toujours des étincelles, forcément. Bon, voilà, c'était Jacques Chirac. Voilà. On n'a pas le même talent. Non, forcément, évidemment. Lequel a le plus de talent, tiens, d'ailleurs? Non, je sais pas, chacun dans son registre, mais je pense qu'ils avaient pas le même talent. Bon, alors à suivre, la suite suite et fin du zapping. On fera un petit tour par Alger parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un président là-bas. Président français qui est en Algérie. Le président des Français. Il a pris de bonnes foules d'ailleurs à Alger cet après-midi. Et il va rencontrer peut-être, alors c'est toute la spéculation, le président Bouteflika. Il va nous donner peut-être des nouvelles du président Bouteflika. Il doit déjeuner, en tout cas il passe 12 heures en tout là-bas en Algérie avant de s'envoler au Qatar. Il va parler évidemment affaires cet après-midi en Algérie. On y revient dans un instant. Mais il y a en tout cas un ministre qui est sorti, c'est le ministre des Moudjahidines qui est sorti de sa réserve en quelque sorte, avant même qu'Emmanuel Macron arrive hier, en lui disant et en lui rappelant la phrase qu'il avait prononcée lorsqu'il était candidat, vous vous souvenez? C'est excellent, mais bien sûr. Bon, eh bien... pas sûr qu'Emmanuel Macron la réitère, cette phrase. À tout de suite. Il lui a rappelé. Ah non mais c'est ça. Ah oui, il lui a rappelé. Ouais. Alors là. LGF, le grand forum avec Nadir Kaya et Nadia Lazouni qui sont avec nous en direct. Et si vous voulez revoir donc leurs avis tranchés à tous les deux, vous allez sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous allez pouvoir les revoir et ainsi les commenter, bien sûr. Et voir à quoi ils ressemblent, évidemment. Et voir la belle Nadia, notamment. 01 40 33 9000. On termine ce zapping avant de partir en Algérie dans un instant. On va parler de la dernière semaine de campagne côté du Parti des Républicains. Ce dimanche, c'est le scrutin pour désigner le président. Vous le savez, de grand disciple favori, c'est Laurent Wauquiez. On le disait tout à l'heure. Hier, c'était Alain Juppé qui s'est prononcé. Troisième candidat à cette élection. Donc Maël de Canan, qui est un quasi inconnu d'ailleurs du grand public. Et Maël de Canan qui a reçu le soutien donc d'Alain Juppé, son mentor. Alain Juppé l'a dit hier lors d'une conférence de presse. Ça s'est passé à Bordeaux, écoutez.
Bien, c'est pour moi un grand plaisir d'accueillir Maël de Calan à Bordeaux. Ce que j'aime en lui, c'est d'abord l'homme qu'il est. J'aime aussi ses idées. C'est un homme de droite, d'une droite humaniste qui met la dignité de la personne humaine et le respect d'autrui au cœur de tout. Il ne se contente pas de récuser toute alliance avec le Front National, ça va de soi, il combat vigoureusement les idées du Front National. Et puis, il est résolument européen. Comme je l'ai dit, moi je ne fais pas campagne dans le cadre de cette élection à la présidence de LR et je n'ai pas d'appel à lancer. Mais à titre personnel, mon choix est fait et je lui apporterai donc mon suffrage. Soutien d'Alain Juppé donc à ce parfait inconnu Nadir et Nadia. Alain Juppé qui n'est pas du tout sur la ligne de Laurent Wauquiez pour le coup, hein, ça on n'apprend rien à personne. Moi je pensais qu'il était plus là Juppé, même quand ils sont plus là ils sont encore là ces gens-là à mettre leur favori. Non mais c'est bien, oui, après Juppé par rapport à la droite je pense que c'est un courant complètement différent de Wauquiez, donc c'est pas plus mal de lui opposer un petit jeune qui serait d'une vraie droite humaniste, parce que quand on voit Wauquiez et un petit peu ses propos, c'est du scandaleux, c'est du copier-coller du FN tout simplement. Ouais. On va parler maintenant d'un sujet qui va vous intéresser tous et toutes, ou plutôt toutes et tous. On va parler de ce rapport très peu flatteur pour les élèves français. Pour l'éducation nationale d'ailleurs dans son ensemble. On y apprend que les compétences en lecture des écoliers sont en baisse. Rapport révélé par l'étude internationale Pearce. Alors cette étude, la France est au-dessus de la barre des 500 points fixés comme la moyenne exigée. Elle atteint 545 points, mais la France est avec les Pays-Bas le seul pays à afficher un déclin depuis 2001. Des résultats qui ont fait réagir le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Écoutez sa réaction hier. Ce que l'étude nous montre, c'est des choses que nous avions à l'esprit quand nous avons pris les premières mesures de rentrée, c'est-à-dire les plus grandes difficultés des élèves de France à entrer dans la lecture et la compréhension de ce qu'ils lisent. En divisant les classes de cours préparatoires par 2, en projetant de le faire avec les CE1 en réseau d'éducation prioritaire, nous allons au cœur de la difficulté scolaire et nous accompagnons cela d'un volontarisme pédagogique, à la fois par des pratiques pédagogiques renforcées, je pense à ce qui va se passer en vocabulaire et en grammaire, puisque lorsque l'on dit que les enfants ne comprennent pas les textes qu'ils lisent, pour certains d'entre eux, eh bien ça nous renvoie à la question de la richesse du vocabulaire des enfants dès les premières années de la vie, et puis ça nous renvoie aussi aux pratiques fluides de lecture, donc à leur capacité à décoder et à comprendre ce qu'ils lisent. Jean-Michel Blanquer, le ministre, mettre en place aussi une dictée quotidienne pour promouvoir certains manuels scolaires. Le ministre donc le répète, l'objectif est la maîtrise des savoirs fondamentaux dès le primaire, ce qui paraît somme toute assez logique. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette idée tout simplement, des dictées quotidiennes pour les primaires? Je sais pas, réduire les effectifs tout simplement, que les professeurs puissent prendre le temps de pouvoir individualiser justement l'enseignement. Il est là aussi le problème. Oui, d'élargir aux autres, aux collèges et aux lycéens, parce qu'actuellement c'est juste une partie de la primaire, je crois que c'est les premières sections, mais je pense qu'aujourd'hui cette mesure de le fait de diviser les classes, ce serait par 2. Mais moi j'ai une solution très simple pour les dictées, et je vais rebondir là-dessus, c'est les dictées des cités de Rachid Santaki. Ouais. Je sais pas si tu connais Christophe. Oui, un ami de Saint-Denis qui a eu l'idée avec Abdelaboudour d'Argenteuil de faire des dictées en plein cœur des cités. Ouais. Donc ça fait 3-4 ans qu'ils font ça. Il y a eu le soutien de Bernard Pivot, de pas mal d'écrivains et d'artistes, et donc il va au cœur des cités et il fait des dictées de 200, 400, 500, 1000 personnes et tout âge confondu. Vous avez des jeunes, des moins jeunes qui viennent sur un texte qui est mis en avant, faire une dictée, et puis ça fonctionne très bien. Donc pourquoi pas développer ce genre d'initiative un peu partout? C'est pas mal, c'est populaire et en même temps ça aide à se perfectionner. Nadia, pas mal comme idée? Non, moi je trouve ça super, c'est une très très belle initiative. Puis comme d'habitude, c'est des bénévoles, c'est la société civile qui vient combler les manquements de l'État. C'est un grand classique. Un grand classique. Tout à fait, oui. Ça en est terminé pour le zapping. Maintenant, nous prenons la direction d'Alger, messieurs, dames. Emmanuel Macron est arrivé, donc, tout à l'heure pour une visite de travail et d'amitié. Visite de 12 heures seulement. Visite au pas de charge, puisque le président français s'est recueilli tout à l'heure devant le monument des martyrs, un monument immense en béton, donc sur les hauteurs d'Alger, que vous connaissez. En 1982, il a été installé, qui est à la gloire des combattants algériens tués pendant évidemment la guerre d'indépendance. La question de la mémoire, évidemment, un sujet très sensible entre les deux pays. Emmanuel Macron a eu des mots très forts pendant cette campagne électorale lorsqu'il est venu en tant que candidat
on s'en rappelle, où il a dénoncé la colonisation française, parlant de crimes contre l'humanité. Il voudrait aujourd'hui dépasser ce contentieux et construire une nouvelle relation avec le pays. On verra de quelle manière. Il a été aussi dans le centre-ville d'Alger pour un petit bain de foule, visiblement, avant de déjeuner, de rencontrer différentes personnalités, notamment le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Je précise que demain aura lieu un conseil gouvernemental de haut niveau entre les deux, qui seront présidés par les deux premiers ministres de l'Algérie et de la France, demain à Paris. Les enjeux de cette visite, bien sûr, économiques. Le ministre des Moudjahidines algériens, avant même que Emmanuel Macron arrive à Alger, a reparlé de cette histoire de la mémoire et de cette phrase qu'il avait prononcée, qui avait suscité une certaine polémique ici en France, vous en souvenez, lorsqu'il était candidat. Il lui a rappelé qu'il fallait absolument qu'il éclaircisse et qu'il réitère, parce qu'elle avait fait plaisir cette phrase quand même, elle était attendue. Est-ce qu'il va la réitérer en tant que président? On a du mal à le concevoir, Nadia et Nadir. Je t'en prie, Nadir. Non, je t'en prie. Non, la réitérer, pourquoi pas, mais c'est toujours pareil, il y a des paroles et des actes. 12 heures pour 132 ans de colonisation, ça va être difficile de régler le problème, parce que moi je veux bien qu'on tourne la page, et je le souhaite comme je pense la plupart des Français et surtout des Algériens, mais il faut régler le passé, et ça prend plus que 12 heures. Donc et une fois qu'on a pris le temps de régler le passé et de se mettre d'accord ensemble pour un cahier de route ou pour faire des grandes lignes entre l'Algérie et la France, pourquoi pas, mais il faut plus de 12 heures, et je pense que 12 heures c'est pas suffisant. On est encore dans de la com, je pense que là ça va être des petits arrangements sur certaines choses, mais qui vont pas régler les problèmes qui perdurent entre l'Algérie et la France. Ouais. Puis au-delà du problème, il y a pas que ça, c'est même pas au-delà, mais c'est le problème, c'est pas que l'Algérie et la France, c'est aussi la France et les descendants des ex-colonisés. J'en parle parce que pour le coup c'est un peu ma prochaine émission là qu'on va diffuser sur interroger son histoire pour mieux se construire. Les silences autour du passé colonial de la France, les difficultés de transmettre la mémoire historique liée à la colonisation, ça engendre ce que l'on voit dans les banlieues notamment, c'est-à-dire de la colère, le fait de ne pas reconnaître les crimes que la France a commis en Algérie, ça nous impacte nous-mêmes en tant que descendants d'ex-colonisés. Et je veux dire, il y a des psychologues, une psychologue psychanalyste, Malika Mansouri, qui a écrit Révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone, qui recourt à la psychologie, alors je sais plus, à la psychologie pour justement faire une lecture des révoltes qu'elle met en lien avec cette difficulté justement de transmettre la mémoire du passé colonial. Ouais. Vraiment les descendants d'ex-colonisés héritent de ces traumas. Oui, c'est des blessures autour de ce passé. C'est des blessures du passé qui sont encore existants, qui voilà, nécessitent de. Exactement. Et sa solution, c'est ça, la reconnaissance justement de ces crimes, des excuses, présenter enfin des excuses pour ce qui s'est passé. Ça va apaiser aussi les relations, non seulement avec l'Algérie, mais aussi avec nous, franco-algériens. Oui, en tout cas c'est vrai que 12 heures c'est peu, ça va peut-être pas suffire effectivement à ce qu'on puisse régler ce problème, parce qu'il se réglera pas en un jour. Il devrait cependant rencontrer des étudiants en Algérie qui vont somme toute lui poser des questions, des journalistes également. On verra, en tout cas cette visite se termine ce soir par un discours de Emmanuel Macron avant de s'envoler pour Doha au Qatar, et avant ce sommet gouvernemental demain. Conseil gouvernemental entre les deux premiers ministres, dirigé, en tout cas présidé par les deux premiers ministres, France-Algérie, demain à Paris. En tout cas, tous les présidents ont eu à passer et passent forcément par Alger. C'est une étape incontournable pour un président. Ouais, tout à fait. Mais bon, je pense que moi personnellement, ce que j'attends d'un président aujourd'hui, c'est de régler vraiment toute cette histoire qu'il y a pu avoir entre la France et tous les pays qui ont été colonisés, parce qu'il y a eu du sang versé, il y a eu beaucoup d'injustices et des choses qu'il faut savoir réparer avec des vraies paroles, des paroles fortes, même si ça va déplaire à la bien-pensante. Mais je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque assez trouble et difficile, et je pense que ce serait courageux d'un président comme Emmanuel Macron de dire aujourd'hui vouloir régler tous ces problèmes du passé pour pouvoir vraiment aller de l'avant et casser un peu ces dynamiques de haine et de violence qu'on met en avant aujourd'hui et qu'on cultive de plus en plus. Effectivement. Alors, on va prendre l'avis de Kamel qui a un avis à donner sur la visite de Macron en Algérie. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos deux chroniqueurs. Bonsoir. Moi, je suis déçu par Macron, parce que aller en Algérie ou dans un pays ou un régime où les libertés d'expression, ça n'existe pas, des manifestations de toutes sortes de
d'associations qui manifestent, l'école, ils sont réprimés, ils sont frappés, on n'a pas, même pas le droit de manifester. Des chaînes de télé d'opposition sont fermées et monsieur Macron, comme il a fait avec Sisi, il est en train de soutenir des dictateurs. Je suis en train de regarder la télé algérienne, on voit des journalistes de la brosse, on dit ça, on dit de la brosse, au lieu de critiquer le pouvoir algérien qui a dérobé des milliards et le responsable vient s'acheter ici des villas en Espagne, en France et tout, ils volent l'euro pour le ramener ici. Ces gens-là, en train de critiquer Macron. Donc, si les Algériens ne veulent pas de Macron, de la France, ils veulent rester sous une économie sous-développée, pas d'association, pas d'économie avec la France. Restez comme vous voulez. S'il y a des journalistes qui sont en train de critiquer tout le temps, à chaque fois il y a un président qui vient en Algérie, toujours la critique, pourquoi il fait pas de la repentance, pourquoi je suis en train de voir la Zaire News qui appartient à un riche homme d'affaires Haddad qui est proche du pouvoir. On voit des journalistes qui ont fait des études ici, une femme avec le hijab, qui est en train de critiquer Macron, la France, mais parler des vrais problèmes actuels de l'Algérie, parler du dinar qui est à niveau de 200 pour un dinar de 200 Pourquoi euros. parler de ça avec Macron, en présence de Macron, pardonnez-moi monsieur, je vous interromps. Oui, ça, c'est des questions qui doivent être discutées entre les Algériens, mais pourquoi attendre la présence d'un président étranger pour évoquer des problèmes purement internes au pays? Mais pourquoi ne pas parler, profiter c'est normal, il y a des problèmes en Algérie. Oui, il y a des problèmes en France, Kamel, il y a des problèmes partout. Voilà, il y a des problèmes partout. Est-ce qu'on attend? Là, tu fais des faux procès. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un comportement arrogant, condescendant et moralisateur de Macron? D'accord, je suis tout à fait d'accord, mais madame, c'est l'avenir qui compte. Regardez l'Allemagne et la France. Il y avait des douleurs, il y avait un passé, il y avait une guerre. Mais ils ont oublié tout ça, ils se sont tournés vers l'avenir avec de l'amitié économique, avec se tourner vers l'avenir, se projeter. Ouais, mais alors pour le coup, la France a fait le procès aussi à l'Allemagne, hein. Enfin le procès de Nuremberg, ils ont quand même, condamné des anciens nazis, des criminels de guerre, etc. Ouais. Donc il y a quand même une différence. Merci Kamel. En tout cas, c'est vrai que il y a quelques presses françaises qui n'ont pas été accréditées, notamment l'émission Quotidien, Le Figaro et Mediapart, je crois, qui n'ont pas été accrédités pour aller accompagner le président Macron. Il faut pas oublier que les Français ont tondu les femmes qui ont collaboré à l'époque. Ouais. Bon. Donc, on n'en est pas là, c'est pas ce qu'on demande, hein. Aujourd'hui, on demande des excuses. Je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est des problèmes qu'énumère Kamel, qu'on va pas nier, peut-être qu'ils existent, mais c'est des problèmes qu'on doit régler en interne entre Algériens, et c'est pas à Emmanuel Macron de venir faire le moralisateur et donner des leçons de bien-être ou de démocratie ou je ne sais quoi à l'Algérie, certainement pas. Donc Kamel, je pense que là vous êtes complètement à l'opposé de ce que pensent peut-être les Algériens pour le coup. Peut-être un Algérien dans l'opposition pour le coup. Alors faut pas confondre être dans l'opposition contre Bouteflika et le gouvernement actuel et pas tout mélanger avec la venue du président français et régler. Enfin c'est pas au président Macron d'aller régler les problèmes en Algérie. Je veux dire voilà, faut arrêter des bêtises. Il va vous répondre, c'est fini la colonisation, monsieur. Voilà, comme il a répondu d'ailleurs à Ouagadougou. Hein. Ouais. Que les Algériens prennent leur destin en main. Exact. Voilà. Bon. Alors on va maintenant filer à Saint-Denis. Eh oui, à Saint-Denis, pour, vous le savez, ça fait 2 ans, Nadia Nadir et certains sinistrés de l'assaut de Saint-Denis attendent toujours du concret. Alors les associations ne baissent pas la garde et continuent de se mobiliser pour que ces personnes, tenez-vous bien, soient relogées. Il y a quelques jours, fin novembre, un rassemblement a encore eu lieu devant le 48 rue de la République à Saint-Denis. Une énième mobilisation pour qu'une situation qui ne bouge plus beaucoup, et pour cause, il s'agit de l'immeuble qui a été évacué, vous en souvenez, après l'assaut mené par les forces de l'ordre contre les terroristes, donc le novembre 2015. L'immeuble était toujours inhabitable. Cette situation donc de mal logement concernait au départ 39 ménages, dont une vingtaine d'enfants. La ministre du Logement de l'époque, Sylvia Pinel, s'était engagée à s'occuper du dossier. Les sinistrés ont passé d'abord une semaine dans un gymnase, et puis elles ont été hébergées dans des résidences hôtelières sociales, et pour les familles, dans un hôtel pour les célibataires. À Saint-Denis, les sinistrés se sont constitués en association avec le droit au logement, le DAL, pour se défendre face à l'attitude méprisante de l'État. Ils ont décidé donc de se faire entendre et demandent la reconnaissance du statut de victime pour tous les habitants
et toutes les réparations évidemment qui vont avec. Ils exigent aussi la relogement donc dans un logement social dans les meilleurs délais à Saint-Denis ou à proximité, et en attendant un hébergement stable et décent pour tous. Ils souhaitent aussi voir la régularisation de ceux qui n'ont pas de papier, la concrétisation des engagements et de relogement et de régularisation d'ailleurs pris à l'époque par l'État fin novembre 2015. À la rue devant leur ancienne adresse, un comité de soutien donc s'est mis en place rapidement. C'est suite à ces différentes mobilisations qu'une grande partie donc des habitants a été relogée, régularisée, et que les procédures d'indemnisation ont été lancées. Mais il reste malgré tout 5 personnes pour l'heure. Aucune solution n'a été trouvée. La mairie de Saint-Denis appelle l'État à tenir ses engagements en relogeant ces familles. À ce jour, ils se retrouvent à la rue et dorment dans les tentes devant leur ancien immeuble. Une situation absolument dramatique. Nadir, de 39 familles, on est passé à 5 personnes qui dorment dans la rue aujourd'hui, qui n'ont toujours pas été relogées 2 ans après. Des victimes du terrorisme. Des victimes. Pour le coup. Non, moi, ce que je veux dire, c'est super scandaleux parce que j'ai entendu le témoignage de certaines personnes sur une radio concurrente, notamment un retraité qui se retrouve aujourd'hui à dormir dans sa voiture. Le témoignage aussi d'une famille qui a divorcé, d'enfants qui sont traumatisés par ce qu'il y a pu avoir, parce que je rappelle que la police a tiré dans tous les sens, a lancé des explosifs qui ont touché certains enfants et qui aujourd'hui ont des séquelles. Donc aujourd'hui c'est scandaleux. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de 2 ans que ces gens-là n'ont plus d'appartement, plus rien, et puis il faut se dire les choses franchement, ce sont principalement des Arabes et des Noirs qui sont là-bas, donc ils en ont rien à faire. Je voulais dire un autre mot, donc ils en ont strictement rien à faire. Donc aujourd'hui de voir que, heureusement encore, la société civile à travers des associations viennent soutenir ces femmes et ces enfants qui sont à la rue, c'est bien, heureusement que ces associations sont là, mais c'est honteux pour la France de pas pouvoir remédier à ce problème. Et je rappelle que voilà, ce sont des victimes comme les autres du terrorisme et qu'il faut les traiter en tant que tels. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas le cas parce que ce sont des gens qui vivent à Saint-Denis et qui sont principalement des Maghrébins ou des Africains. Donc voilà la situation en France aujourd'hui. Il y a le 2 poids 2 mesures qui nous rappelle qu'il existe, qui perdure. Quand vous êtes noir ou arabe, quelle que soit votre situation, vous serez toujours traité en tant que tel. Nadia. Non, mais c'est ça. Tu vois, j'en perds mes mots. Hein. C'est ce que dit Nadir. Effectivement, c'est que des victimes, c'est des victimes du terrorisme hein, qui sont toujours en attente d'un logement décent. Et effectivement, je crois qu'on les assigne une fois de plus à leur appartenance ethnique, voire même religieuse, hein, puisque maintenant les Arabes sont des musulmans et les Noirs sont des musulmans. Donc on va dire, parce que c'est des musulmans, ça dérange pas du tout de les faire attendre. Donc effectivement, il y a une justice. On va dire maintenant aujourd'hui hein, pour les musulmans et les non musulmans. Je pense qu'ils auraient été beaucoup plus prompts à régler ce problème si ça s'était passé. D'ailleurs, ça s'est passé dans le 11e, par exemple. J'imagine que des victimes qui en sont encore en vie, en tout cas aujourd'hui, ont été prise en charge de la meilleure des façons. Ouais, alors il y a certaines victimes qui disent ne pas avoir été soutenues, ne pas avoir été accompagnées. Moralement, oui, déjà. Ouais. Alors c'est ça, il y a déjà du soutien, oui, tout à fait, oui. Non, mais même au-delà de Saint-Denis, psychologique, au-delà de Saint-Denis, oui. Alors pour Paris, je crois qu'ils se plaignent d'un manque de soutien psychologique. C'est ça. Voilà, mais je veux dire, le soutien matériel, il a été donné, il a été administré. Ouais. Bon, allez, on va passer, en tout cas, on suivra ce dossier de très près, parce que même s'il n'y a que 5 personnes, c'est toujours 5 personnes de trop à la rue, bien sûr. Et l'État, bien sûr, ne respecte pas ses engagements, parce qu'on rappelle après cet assaut, l'État avait promis donc de reloger ces familles, de leur trouver une solution au plus vite et en express. Là, on est quand même 2 ans plus tard. Et des situations qui sont dramatiques. Alors, on va passer maintenant au coup de cœur pour terminer. Coup de cœur de Nadia et de Nadir Kaya. C'est parti, jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. On va commencer par la belle Nadia parce qu'on est galant, évidemment. D'accord, merci Christophe. Ok, je voulais parler d'une association. Oui. Christophe, je voulais parler d'une association qui œuvre en faveur des femmes isolées, des mères isolées, et qui rencontre énormément de difficultés pour lever des fonds. Il y a je crois que c'est la présidente, hein, ou en tout cas une personne qui gère l'association, avait fait une capture écran du compte bancaire de cette association-là, et je crois qu'ils étaient à moins de 100 €, ce qui est juste dramatique. En plus, on approche la trêve hivernale et ils hébergent, c'est des femmes hein, et même leurs enfants, puisque c'est des mères isolées qui sont dans l'attente d'un logement, en tout cas durable. Et il faut absolument soutenir cette association-là qui s'appelle Beitouna et qui fait un travail remarquable. Donc voilà.
Très bien, à soutenir donc pour Nadia. Nadir, ton coup de cœur? C'est un coup de cœur un peu particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité elle est principalement inondée par rapport au décès de Johnny Hallyday. Ouais, je rappelle ce soir pas moins de 3 chaînes vont consacrer. On en oublie peut-être en tout cas, mais parmi les 3 chaînes principales, TF1, France 2, M6. Ouais, tout à fait. Donc moi je suis pas passionné, hein. J'ai jamais été un fan de Johnny Hallyday, mais bon, comme tous les Français, je pense avoir été un peu touché par la personnalité, par ses chansons. Donc quelque part, on est sensible à ce décès, à cette annonce-là, parce que comme le disait aussi Nadia tout à l'heure, le décès des uns et des autres doit nous rappeler un peu cette existence éphémère que l'on vit et qui aura une fin à un moment donné. Donc moi je voulais juste rappeler que c'était un chanteur qui chantait l'amour, l'amitié, la solitude, les épreuves de la vie. Et donc à partir de là, c'était quelque chose qui était assez louable, c'était des choses qu'on pouvait partager. C'était aussi une voix, une rage, un charismatisme unique, particulier, et qu'il avait bercé aussi quelques années de notre vie à travers des chansons, et aussi je rappellerai qu'il avait eu aussi un rôle dans Les Guignols, et qui a marqué beaucoup d'entre nous. Donc triste d'apprendre son décès, tout simplement, comme je pourrais l'être pour n'importe quelle autre personne. Donc voilà mon coup de cœur. Très bien. Dans un instant, messieurs dames, soumis à la liberté, c'est Libertad, ça débarque dans un instant. Et pour finir, 01 40 33 9000, vous allez tous pouvoir prendre la parole. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous nous réservez cette surprise dans un instant à suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour Libertad. Nadia, vous êtes prêts tous les deux? Oui. Nous sommes toutes oui. C'est parti pour vos appels. 01 40 33 9000. Vous prenez la parole dans cette émission et on vous écoute. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les amis commentateurs de l'actualité politique et internationale. Bonsoir monsieur. Oui, alors écoutez, moi je suggère que les étudiants algériens posent le problème de politique internationale, puisque toutes les choses sont un peu liées, concernant la décision de Trump de mettre l'ambassade américaine à Jérusalem. Je l'espère que les étudiants algériens vont lui poser la question pour lui demander ce qu'il en pense. Ah oui. Et d'autre part, moi je pense qu'on devrait tous aller manifester devant l'ambassade des États-Unis. C'est vrai. Pour dire que votre décision est une catastrophe contre la paix et la tranquillité des peuples, qu'ils soient en Orient ou en Europe ou ailleurs. Merci Méziane. Ça, c'est vraiment un gros problème, c'est une provocation délibérée. Ouais. Merci Méziane. Allez, on laisse la place aux autres un petit peu. 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, de Suisse, du Canada, vous prenez la parole dans cet espace de liberté qui s'appelle Libertad tous les soirs. 01 40 33 9000. On vous accueille en direct. Bonsoir France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Il y a quelqu'un ou pas? Ok, alors je prends une autre ligne par ici. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom et votre ville d'appel, cher monsieur? C'est Ahmed de Metz. Ahmed de Metz, on vous écoute Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle à propos de la visite de Macron. Oui. En fait, l'Algérie, elle n'a jamais eu son indépendance. L'Algérie n'a jamais eu son indépendance? Bah oui. Ah bon, et pourquoi? Bah, on peut, et tout clair maintenant, parce que quand on voit tous les présidents qui sont passés, avant, par exemple, Hollande, il est parti en Algérie. Monsieur Bouteflika, on n'a jamais vu, 2 ans, depuis 2 ans qu'on l'a pas vu. Il vient nous dire, il nous a dit que voilà, monsieur Bouteflika, il est en bonne santé. Alors ça veut dire quoi, ça? Maintenant, Macron, il est parti avant pour ramasser 25 millions d'euros pour financer sa campagne électorale. Et maintenant, il va signer le contrat. Il y a 3000 contrats à signer. En plus, le peuple est sourd. À cause quoi? À cause l'Algérie et la France. Merci Ahmed, c'est votre avis, pas forcément partagé pour le coup. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir, Samir 95. Samir 95, bonsoir, bienvenue. Oui, bonjour. Je voulais
Je suis en ligne, enfin je suis. Oui, mais t'es en ligne, t'es en direct, bien sûr. Oui, ok. Bonsoir à tout le monde. Je voulais intervenir juste sur deux choses, notamment sur l'avenue du président américain sur le sol, enfin de l'avenue de l'ambassade sur le sol en Palestine, notamment à Jérusalem. À mon avis, c'est que aussi la poudre aux yeux. Il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a quand même la Corée. Il a son dossier avec la Corée, et je sais pas dans quoi il veut emmener son problème. De l'autre côté, je voulais juste intervenir, si vous permettez, sur le commerçant, notamment Gennevilliers, qui a été interdit donc de Colombes. Et par rapport à voilà. À Colombes, c'est pas Gennevilliers, c'est Colombes. Dans le 92. Ouais. À Colombes. On a un gros problème, c'est qu'à chaque fois on regarde jamais les conséquences. On vient toujours avec des bonnes solutions ou des idées, mais on est quand même dans un pays de droit. À partir du moment où on veut vendre des produits et on veut bien sûr marquer le fait qu'on ne vend pas bien sûr l'alcool et le porc, automatiquement pour l'alcool il faut une licence, et pour le porc on a une forte communauté aujourd'hui qu'on peut voir dans chaque coin de rue, qui s'appelle Alimentation Générale, où là les alcools se vendent se vendent en quantité. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas crédible, et je voulais dire une petite annonce: arrêtez de faire du business avec notre religion. Ça, il faut arrêter. Parce que un jour et de tous les jours, vous êtes en train de le payer, et vous allez le payer très cher. Comment ça, faire le business avec la religion? Vous parlez de qui là? J'ai pas compris, pardon. Des personnes en général qui utilisent ou qui veulent représenter une communauté de quel que soit, mais en mettant bien sûr des comment on appelle ça, des interdictions, notamment sur l'alcool et sur le. Pardon, mais ils sont. Voilà. Pour le coup, on peut pas leur reprocher de vouloir respecter des prescriptions religieuses. Et ils ont aussi la liberté du commerce aussi. La question, elle n'est pas là. On est dans un pays de droit. Pour vendre de l'alcool, il faut avoir une licence. Donc ça veut dire qu'il faut tout faire pour pas avoir cette licence. Et pour le porc, écoutez, après c'est le droit du bailleur qui prime. Mais bon. Merci, c'est votre avis en tout cas. C'est votre avis, Samir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien sûr. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, un petit dernier pour la route. 01 40 33 9000. C'est pas idiot ce qu'il dit quand même, Nadia. Ce qui dit celui qui veut pas vendre d'alcool, il a qu'à pas prendre la licence tout simplement. Alors, non mais faut savoir exactement ce qui a été signé dans le bail. Au niveau du contrat, le contrat entre le bailleur et le commerçant. Ça suffit de faire du business, c'est clair. Non mais après il faut être aussi intelligent. Si dans le contrat il est pas indiqué qu'il ne peut pas vendre de l'alcool ou du porc, peu importe. Le business marche. Après c'est à l'offre au bailleur de s'adapter à cette réalité. Un petit dernier ou une dernière, France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? J'appelle d'Orléans. Bonsoir Shadia, bienvenue à vous, on vous écoute. Merci. Moi en fait, j'avais une question. Hier, il y avait un coup de cœur sur une association pour des orphelins, je sais plus, et j'ai pas eu le temps de noter en fait, et je me souviens plus du tout. Est-ce qu'on peut faire un rappel? Une association pour les orphelins, c'était hier, vous m'avez dit? Ouais, hier dans les coups de cœur. Aïe. C'était qui hier? J'ai une perte de mémoire là. C'est pas Maïssa Hanan? Non, c'était lundi ça. C'était Yasser Louati, Sofiane Nakhtari. C'était un homme, c'était notre ami Nasser Lagili. Nasser Lagili nous a parlé de quoi? Écoute, je te redis ça demain. D'accord, Shadia? D'accord, très bien, merci beaucoup. On va lui demander. C'était l'association à Marrakech, je me souviens. Ouais, c'est possible, ouais. Voilà, c'était une association d'orphelins pour Marrakech, au Maroc, on est d'accord? Oui, c'est ça. Bon, très bien, on lui redemandera en tout cas. Merci beaucoup Shadia. Très bien, merci beaucoup. Merci, bonne soirée Shadia. Et ainsi se termine cette émission en vous remerciant beaucoup. Merci beaucoup Nadir. Merci à toi. Merci beaucoup Nadia. Nadia. Merci Christophe. Quelques secondes pour la promo. Oui. On vous donne toujours rendez-vous sur Speak Up Channel, la page Facebook et la chaîne YouTube. La prochaine émission du Nadia Lazoni Show. C'est qui? Sur la transmission de la mémoire historique et les constructions identitaires. Et l'invité est Malika Mansouri, psychologue, psychanalyste, maître de conférence et auteur du livre Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone. Restez connectés. Ça va être intéressant tout ça. Oui. Merci beaucoup. On reprend le thé la semaine prochaine ensemble, Nadir? Oui, s'il y a de la menthe. Bon, très bien. Merci pour ton hospitalité, Christophe. On est comme à la maison ici. Exactement. C'est un peu le principe. On est de retour demain avec Envers de Santos et avec Redouane Moumine demain sur France Maghreb 2. Autre émission, autre décor, autre personnage. Chaque jour, sa spécificité. Le Grand Forum vous donne rendez-vous demain 16h. Ciao.
Il est 18h sur France Maghreb 2. Excellente soirée, bon mercredi soir. Le rappel de l'actualité avec Marine Garel, que je salue. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. C'était en pleine nuit, un communiqué de son épouse Laetitia. Johnny Hallyday est mort d'un cancer à l'âge de 74 ans. Et des centaines de milliers de messages ont depuis été écrits sur les réseaux sociaux. Les proches du chanteur ont bien évidemment réagi. Notre douleur est immense, écrivent ses enfants, Laura Smet et David Hallyday. Eddie Mitchell estime avoir perdu plus qu'un ami, un véritable frère. Émotion aussi de ses deux ex-femmes, Nathalie Baye et Sylvie Vartan. Dans la classe politique, également de nombreux témoignages. Pour Benoît Hamon, c'est un peu comme si Paris perdait sa tour Eiffel. Johnny est parti dans la nuit, nous aurions tellement aimé le retenir. Il n'est plus, mais sa voix est toujours là, a réagi l'ancien président François Hollande. Emmanuel Macron lui estime que Johnny Hallyday a fait entrer une part d'Amérique dans notre panthéon national. Depuis l'Algérie, Emmanuel Macron précise qu'un hommage national sera rendu, mais la date, tout comme celle des obsèques de Johnny Hallyday, n'est pas encore connue. Et dans l'actualité également, ce n'est pas vraiment une surprise. Le président russe Vladimir Poutine sera candidat à sa réélection lors du scrutin présidentiel organisé en mars 2018. Il l'a officialisé aujourd'hui. S'il était élu, il entamerait son 4e mandat de chef de l'État, un poste qu'il occupe depuis le 31 décembre 1999. Le président américain Donald Trump doit annoncer vers 19h qu'il reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël et qu'il va y faire transpérer l'ambassade américaine en Israël. Le magazine américain Time a choisi sa personnalité de l'année. Il accorde sa une à celles qui ont brisé le silence en mettant en une les femmes qui ont dénoncé le harcèlement et les agressions sexuelles. Un mot de football et notez que l'équipe de France affrontera le 1er juin l'Italie en match amical à Nice, à quelques jours du début de la Coupe du Monde en Russie. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.